L'or est un conducteur idéal. La coupole est un condensateur. La flèche est une antenne. Les armatures métalliques à l'intérieur des murs sont des guides d'ondes. Ces bâtiments se trouvaient partout sur la planète, formant un réseau unique pour l'extraction de l'électricité atmosphérique, de l'éther. Cette énergie même que la science officielle s'est empressée de déclarer inexistante et a rayé du tableau de Mendeleïev, bien que Mendeleïev lui-même ait placé l'éther en première position. Au XIXe siècle, les nouveaux maîtres du monde ont désactivé ce système. Ils ont retiré l'équipement des temples, l'ont remplacé par des croix et des croissants, et ont dit aux gens « Ici vous prierez les dieux ». L'énergie éthérique gratuite et propre était interdite. Pourquoi? Parce que l'énergie gratuite ne peut pas être vendue. On ne peut pas construire une économie de soumission dessus. C'est pourquoi on nous a fait passer aux hydrocarbures. Le charbon, le pétrole, le gaz, ce sont des ressources que l'on peut doser, vendre, et pour lesquelles on peut faire des guerres. Les États nationaux ont été créés précisément pour protéger ces ressources et diviser les zones d'influence, alors que les terres étaient communs et accessibles partout sur la planète. On nous a forcés à brûler de la boue noire et à respirer la suie, pour que nous oublions comment nos ancêtres obtenaient la lumière directement de l'air. Et maintenant, souvenez-vous des expositions universelles de la seconde moitié du XIXe siècle. Londres, Paris, Chicago, San Francisco. On nous raconte que ces complexes grandioses avec leur architecture antique, leurs canaux et leur illumination électrique étaient construits en plâtre et en bâton en quelques mois, pour tenir 6 mois et être ensuite démolis. Vous êtes sérieux? Regardez les photographies du Crystal Palace à Londres ou de l'exposition de Colomb à Chicago. Ce sont des constructions capitales, cyclopéennes, dépassant de nombreux bâtiments modernes. Il est impossible de les construire en un tel laps de temps, même avec les technologies actuelles. La vérité est que ces expositions n'étaient pas des démonstrations d'accomplissement, mais un inventaire. Les élites ouvraient les quartiers des villes de Tartarie ayant survécu à la catastrophe, y rassemblaient les artefacts trouvés, les montraient au public comme de nouvelles inventions, puis détruisaient les preuves. Presque tous les complexes d'exposition brûlaient dans des incendies étranges et généralisés juste après leur fermeture. Le feu ne détruisait pas des décors en plâtre, mais de véritables preuves du passé qu'il ne fallait pas laisser au peuple. Nous vivons sur les ruines d'un monde où les technologies étaient intégrées à l'architecture. Les vieilles cheminées ne sont pas de simples foyers pour brûler du bois. Regardez leur conception. L'absence de conduits de cheminée dans certains modèles, des écrans métalliques, des miroirs étranges. C'étaient des émetteurs de chaleur, fonctionnant sur d'autres principes physiques, peut-être liés à l'éther ou au radium. Nous, comme des sauvages, avons commencé à y brûler du bois, nous étonnant de la quantité de fumée et du peu de chaleur. Les lampes à gaz dans les rues des villes du XIXe siècle sont des lampes éthériques reconverties. Sur les vieilles gravures, on voit que les villes étaient éclairées par une lumière blanche éclatante, sans aucun fil ni tuyau. Mais après le redémarrage, il a fallu poser des tuyaux pour vendre du gaz. Les guerres du XIXe siècle, c'est un chapitre distinct du crime. La guerre de Crimée, la guerre civile aux États-Unis, les guerres de l'opium en Chine. Regardez les photos de Sébastopol ou de Richmond en ruine. Ce ne sont pas les traces de boulets de canon. Ce sont des ruines rappelant Hiroshima ou Dresde après des bombardements en tapis. Des carcasses de bâtiments qui dépassent, une terre brûlée, de la pierre évaporée. Les armes utilisées alors étaient bien plus puissantes que ce qu'on nous dit. C'était la phase finale du nettoyage. Les derniers bastions de l'ancien monde étaient détruits, les usines produisant des produits de haute technologie et les centres de résistance. Après cela, l'histoire a été réécrite. Les vainqueurs se sont désignés comme des libérateurs et des unificateurs de terre, et les villes détruites ont été déclarées régimes arriérés. C'est à cette époque qu'apparaissent les musées.
des dépôts de ce qui a été saisi. Ce qui ne pouvait pas être détruit ou utilisé était caché sous verre avec une étiquette « objet rituel » ou « jouet ». On nous montre des mécanismes complexes, des cartes stellaires, des bijoux d'une précision incroyable. Et on nous dit que cela a été fait par des paysans à la lumière d'une chandelle. Le fossé technologique entre les artefacts du passé et les capacités du 19e siècle est colossal. Mais on nous a habitués à ne pas le remarquer. Nous regardons des quais de granit s'étendant sur des kilomètres, et nous croyons qu'ils ont été taillés à la main. Nous regardons des colonnes parfaitement rondes, et nous croyons aux ciseaux. On nous a fait croire que nous progressions, alors qu'en réalité, nous avons à peine appris à utiliser les misérables miettes de ce qui traîne sous nos pieds. Mais la découverte la plus effrayante vous attend. Si les technologies ont été volées et les villes appropriées, qu'est-il arrivé aux gens? Où sont passés les milliards d'habitants de la Grande Tartarie? Où sont passés les milliards? C'est la question la plus terrifiante que vous puissiez vous poser, devant une vieille photographie d'une ville déserte. Si nous admettons que l'architecture était prête et les technologies empruntées, nous nous heurtons inévitablement à un mur de silence concernant le sort de la population indigène de la Grande Tartarie. L'histoire officielle nous abreuve de contes de peste, de choléra et de guerres incessantes. Mais aucune épidémie et aucune guerre avec des mousquets ne peut nettoyer des continents sans laisser la moindre trace d'ossement. Où sont les cimetières? Où sont les millions de tombes de ceux qui ont construit ces quais de granit et ces forteresses en étoiles? Ils n'existent pas. La terre est propre. Cela mène à une pensée effrayante. L'humanité précédente a été éliminée, complètement, sans laisser de traces. Et nous ne sommes pas leurs descendants directs. Nous sommes des colons. Ou, ce qui est encore plus terrifiant, nous sommes une espèce cultivée en éprouvette, génétiquement modifiée pour l'obéissance et dépourvue des capacités divines de nos prédécesseurs. Jetez un œil aux statistiques des soi-disant maisons de correction du milieu du 19e siècle. Moscou, Saint-Pétersbourg, Londres, Paris. Des dizaines, des centaines de milliers de nourrissons y entraient chaque année. Les historiens les appellent des « enfants trouvés » et l'expliquent par la pauvreté et la débauche. Mais réfléchissez, d'où une population pauvre, qui aurait prétendument périssé de faim, tirait-elle une ressource reproduction aussi colossale? Et où sont passés leurs parents? Il existe une version selon laquelle ces gigantesques complexes n'étaient pas des orphelinats, mais des centres de distribution. Les enfants étaient élevés en incubateurs ou retirés aux vestiges de la population survivante afin de reprogrammer leur conscience dès la naissance. On leur donnait de nouveaux noms, de nouveaux patronymes et surtout une nouvelle langue. C'est là, dans ces institutions fermées, que se forgeait la nouvelle démographie de la planète. L'homme de service apparaissait, l'homme sans origine ni lignage. Un rouage idéal pour le nouveau système des États nationaux. Et c'est ici que nous abordons l'instrument principal de division, bien plus puissant que toutes les frontières et les douanes. C'est la langue. On nous a appris que la langue est un moyen de communication naturel, qui a évolué pendant des millénaires. C'est un mensonge. Les langues que nous parlons aujourd'hui sont des codes artificiels, introduits au 19e siècle. Avant la catastrophe, l'humanité possédait un système linguistique unique, voire un mode de communication allant au-delà des vibrations sonores, télépathiques ou imagées. Les gens transmettaient non pas des mots, mais des images mentales. C'était un système d'échange d'informations instantané, un Internet informationnel unique, intégré à la biologie. Les bâtisseurs de la tour de Babel, ce n'est pas un mythe biblique de l'Antiquité profonde, c'est une chronique des événements du 19e siècle. La confusion des langues, ce n'est pas un châtiment divin, mais une opération technologique des occupants. Pour rompre le lien entre les gens
et les priver d'accès à la base de connaissances communes de la Tartarie, il fallait détruire la pensée imagée et la remplacer par la pensée phonétique. Souvenez-vous des réformes linguistiques. Elles se sont produites partout et de manière synchrone. Des lettres étaient impitoyablement retirées des alphabets. En russe, par exemple, la boukvitsa a été détruite, où chaque symbole n'était pas seulement un son, mais un concept entier, une image, une clé pour comprendre l'univers. Az, c'est moi, Dieu, le commencement. Bouki, les connaissances divines. Quand vous lisiez un mot, vous voyez une image multidimensionnelle. Et maintenant? A, c'est une pastèque. B, c'est un tambour. On nous a rabaissés au niveau de simples émetteurs de sons primitifs. La langue a été transformée en un code plat et sans vie, qui ne décrit que le quotidien et les instructions. Nous avons cessé de comprendre l'essence des choses. Nous n'avons commencé à comprendre que les étiquettes.